Aïda Mechri, dans la rubrique qui est consacrée à la psychologie, elle est elle-même psychologue. Elle va nous parler essentiellement d'autisme aujourd'hui parce qu'on cadre avec la célébration de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Chaque 2 avril, cette journée est célébrée à travers le monde et on fédère les efforts dans le sens d'améliorer les conditions de vie de cette frange de la société ô combien fragile. Bonjour Aïda. Bonjour Rabia, bonjour. Ça va? Très bien, alhamdoulilah. Ravi de vous retrouver. Ça se passe bien côté cuisine, Ramadan? Disons bien. Jusque-là, ça va, on garde le rythme, on garde le cap. On garde le rythme. Pour le moment, ça se passe très bien. Très bien. Les journées ne sont pas très longues pour ce qui est du jeûne. Absolument, absolument. Et puis voilà, le temps est assez tempéré. On lutte facilement contre la soif. En plus, regarde, ce qui enrichit un peu nos journées, c'est justement de participer, de continuer à travailler, d'œuvrer et de construire ensemble. Je crois que ça, c'est... Moi, j'ai l'honneur de me retrouver dans ce contexte là très noble, oui. Absolument. Oui. On apprend énormément. Il y a le don, il y a le partage, mais aussi il y a quelque chose, une traçabilité dans laquelle on s'engage, nous professionnels, à donner quelque chose, à sensibiliser aussi, à aider, à accompagner, à soulager, écouter les parents, et qui n'est pas des moindres. Je crois Ce que sont ça, les 3 mots que vous venez de prononcer en fin de phrase qui font toute la noblesse de votre métier, puisque c'est vrai qu'il est recommandé pendant le mois de carême d'œuvrer pour justement les autres, d'être au service et à l'écoute des gens et aussi surtout la frange la plus démunie. Mais vous êtes à l'écoute de la petite enfance en général. Aujourd'hui, donc grâce à votre expérience, on peut parler aussi de l'autisme chez nous et aussi de sa prise en charge au sein des familles. Qu'est-ce qui fait la particularité justement de cette prise en charge en Algérie ? Regarde, d'abord, moi j'ai l'honneur de participer, déjà de travailler dans un cadre de protection de l'enfance. D'emblée, protéger un enfant, c'est vraiment voir de près tout ce qui peut nuire à ses droits, à son développement, à son bien-être. Mais aussi l'enfant différent. C'est pour qu'on puisse vraiment dire et apporter et parler d'un autre enfant qui n'a pas les mêmes chances. La différence dans l'handicap, la différence dans le vécu social, dans le contexte lui-même nous invite, nous, professionnels, à voir de près. Mais aussi, j'ai la chance de faire partie d'un groupe qui travaille justement sur l'autisme, étant donné qu'il y a le comité thématique de la santé de l'enfant, de la santé de l'enfant, au niveau de l'organe national de la protection de l'enfance, qui travaille justement pour la sensibilisation sous la thématique de la santé mentale de l'enfant. Et puis, l'autisme vient pour prendre un peu cette place qui est une place noble pour sensibiliser les parents, expliquer. Ça ne suffit pas juste de voir les enfants différents qui n'arrivent pas à accrocher un peu le cursus scolaire, ces parents qui se déchirent, qui ne comprennent pas pourquoi leurs enfants, ils ont l'intelligence, ils ont les compétences, ils ont tout ce qu'il faut, mais il y a quelque chose de différent dans leur fonctionnement, dans leur quelques troubles du développement qui font qu'ils n'adhèrent pas facilement ou qu'ils ont des difficultés, de communication. Absolument. Dans leur bulle, dans leur différence. Et puis, de plus en plus, on arrive à sensibiliser ses parents et puis à faire la part des choses. Donc, à la maison, si j'ai bien compris, pardon de vous interrompre, à la maison, ce qui est important, c'est la prise en charge et l'accompagnement des parents parce qu'ils sont face à cette découverte qui prend des fois des années parce qu'on ne diagnostique pas facilement cette pathologie. Tout à fait. Voilà, on met parfois des années avant de mettre un nom sur ces troubles qui sont parfois visibles, parfois aussi très diffus. Et en plus de ça, même dans le diagnostic, c'est un trouble de spectre de l'autisme parce qu'il y en a tellement de profils au nombre des enfants. Chaque enfant est différent de l'autre. Et puis voilà, tu me mets face à une thématique extrêmement importante qui est comment diagnostiquer, comment faire la part des choses entre un trouble de l'apprentissage, un retard mental, une autre maladie par rapport à ces
troubles du spectre de l'autisme, l'autiste a besoin d'être diagnostiqué avec des experts. Ça, il faut bien le dire avec 2 points. Et puis, on souligne l'importance de revenir avec des pédopsychiatres qui ont le temps, l'art, la manière, les outils et puis la compétence de pouvoir lire les symptômes et puis d'accompagner l'enfant pour vraiment le cadrer et définir d'abord le diagnostic. Et c'est pour ça on ne dira pas assez, si on sensibilise un peu les parents pour qu'ils puissent vraiment frapper à la porte de ces professionnels le plus tôt possible. Parce que ce sont des tests très précis, par exemple. Absolument. Moi, j'ai eu le temps de voir dans une vidéo un exemple qui est édifiant. On met un enfant qui n'est pas autiste, à côté un autiste, et la même image où il y a une porte qui vibre et 2 personnages qui dialoguent. Oui. Donc l'enfant disons normal, va tout de suite percuter par rapport au dialogue. L'autiste va être surtout happé par le mouvement de la porte. De la porte, tout à fait. Ce sont ce type de tests qui permettent quand même d'y arriver, mais il faut vraiment que ce soit un spécialiste, comme vous le dites, et non pas un généraliste. Absolument. Dans le comportement, dans la lecture, dans la cognition, dans tout ce travail interne, mais aussi tous ces troubles qui vont définir exactement de quoi il s'agit et quel est le programme ou le projet individuel, là où il faut vraiment accompagner justement ses parents, la famille, pour qu'il puisse vraiment adhérer à ce projet et contribuer avec les professionnels pour lui donner cette autonomie, cette intégration qui est utile pour lui, comment vraiment on peut l'accepter, l'acceptation. Et tu sais très bien que être différent, ce n'est pas forcément quelque chose d'accepter d'emblée et rapidement. Donc il faut vraiment travailler pour qu'on puisse vraiment sensibiliser ces gens et puis leur permettre justement d'accepter l'enfant tel qu'il est. C'est un enfant qui a besoin de jouer, de découvrir son monde, de comprendre ses compétences. Ce sont des enfants qui ont leur intelligence, qui ont leur mode, ils ont leur dynamique et puis leur manière de construire les choses. Vaut mieux les accompagner dans leur compétences que d'exiger beaucoup de choses, ce qui peut nuire un peu à leur stabilité et puis les remettre dans un contexte qui peut vraiment les déstabiliser et puis les bouleverser face à des troubles beaucoup plus anxieux et beaucoup plus difficiles à gérer. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la scolarité de l'enfant, je crois que c'était le signal d'alarme. Les parents restent vraiment indifférents, ils sont clivés entre 2 choses. Comment vraiment faire ce premier pas de demande d'aide? C'est vraiment difficile de faire cette prise en charge, parce qu'en fin de compte, prise en charge, c'est tout un travail avant d'acceptation qui fait que j'accepte mon fils tel qu'il est, avec ses besoins, avec ses compétences, et puis faire le pas pour voir les professionnels adéquats, que ce soit dans le mouvement associatif, l'institution médicale ou au niveau des écoles spécialisées, les éducateurs aussi spécialisés qui font un travail énorme, et puis faire tout ce parcours, c'est vraiment nécessite vraiment un travail et puis un engagement particulier. C'est pour ça qu'il y a des familles qui se déchirent. Aujourd'hui, je crois que c'est tellement pénible de pouvoir s'inscrire dans ces formules de dons qu'il y a des mamans qui abandonnent leur travail, il y a des pères qui vraiment souffrent dans ces contextes sociaux parce qu'ils doivent travailler, déplacer son fils et puis garder, le protéger, sensibiliser ces institutions. Je crois qu'aujourd'hui, l'axe majeur, c'est un peu l'école qui réveille ces familles qui n'ont pas donné assez ou qui ont besoin d'aide et d'accompagnement. Et puis voilà, il y a les enseignants qui vont dire, voilà, il y a quelque chose qui manque, vaut mieux se regrouper pour mieux construire et aider l'enfant lui-même. Voilà, ce qui est sûr, c'est que cet enfant, on doit préparer son inclusion. Il y a tout un code qui est qui est relatif à chaque enfant. Vous le disiez que chaque enfant est un cas à part. Absolument. Et les mamans jouent un rôle important dans la mesure où elles ont ce code gestuelle, elles connaissent son rythme, elles connaissent vraiment sa routine. Absolument. Sa routine, c'est son monde, son univers, il est accessible à cette maman. On a vu l'image tout à l'heure d'une maman qui tapote comme ça sur l'épaule de. Et c'est vrai que son rôle, donc, il est dans son environnement, dans la maison, mais une fois à l'école, c'est vrai que les enfants sont pénibles. Les autres enfants
ne font qu'exacerber un petit peu ces troubles neurologiques. Dans la mesure où le rejet va faire ressurgir des crises. C'est pour ça qu'il faut vraiment souligner deux choses. D'abord, le contexte d'harcèlement dans lequel il peut se retrouver cet enfant, avec des adultes et des petits. Les pères, ils sont pas très souples aussi entre eux. Et puis, de deux, c'est important de pouvoir vraiment souligner que un enfant, il a besoin d'être encadré, soutenu avec auxiliaire de vie scolaire. Ça veut dire qu'il y a des professionnels qui sont là et puis qu'ils ont la formation et les outils pour pouvoir vraiment accompagner l'enfant pour être justement ce trait d'union entre l'information, comment l'adapter, comment l'aider vraiment à accrocher et puis permettre à l'enfant de rester dans un cadre vraiment très structuré, mais aussi c'est une protection pour lui qui va faciliter un peu ces formules. Disons qu'aujourd'hui la thématique elle est dans le nombre des auxiliaires de vie. Est-ce que c'est disponible? Comment vraiment trouver la bonne personne qui pourra aussi comprendre de quoi il s'agit? Comment, à quel moment, comment je peux aider l'enfant pour qu'il puisse vraiment s'exprimer, comprendre, mais aussi faire le relais et puis travailler à son rythme et puis avec ses compétences. C'est vraiment permettre à l'enfant de suivre un parcours et puis de lui donner ce processus d'apprentissage. Je crois que l'école aujourd'hui elle est secouée, je crois que aussi le mouvement associatif, les parents aussi, cette année, je crois de plus en plus, chaque année avec la rentrée scolaire, avec la scolarité de leurs enfants, on constate qu'il y a deux volets. D'abord dans l'école normale, il y a une grande demande, mais aussi au niveau des CPP, les centres psychopédagogiques pour les enfants à handicap mental. Il y a une grande demande aussi parce qu'il y a des classes et puis une prise en charge particulière. Comme on peut aussi souligner entre parenthèses la scolarisation. Est-ce que ça va servir l'enfant autiste d'être avec des déficients mentaux? Est-ce que ça va le servir? Non, justement, les centres spécialisés ils travaillent justement sur la différence de l'handicap. Vous savez qu'il y a des profils, il y a des professionnels qui font d'abord le tri pour vraiment voir le rythme et puis l'accompagnement. Même l'enseignant, l'éducateur spécialisé, il a aussi l'art et la manière de pouvoir vraiment travailler, accompagner. Mais peut-être vous attirez mon attention vers les classes spéciales au niveau des écoles, gérées aussi par des enseignants qui travaillent avec plusieurs élèves en même temps. Donc c'est un auxiliaire qui travaille ou un enseignant qui travaille pour un groupe d'enfants qui ont probablement de profils différents. Le plus important dans ces formules, c'est de ne pas laisser l'enfant seul, mais de lui permettre justement de se retrouver dans un contexte d'apprentissage extrêmement important pour qu'il puisse vraiment apprendre à lire, à écrire, à avoir les chiffres et puis faire son premier pas vers ses cours, ses apprentissages pour qu'il puisse vraiment sortir vers un monde là où il pourra vraiment acquérir beaucoup de choses. Vous savez très bien qu'il y a des enfants qui sont à l'université mais aussi des enfants qui ont réussi leur bac. Je crois que c'est un circuit qu'il faut vraiment accompagner l'école. Le bac, ils ont révolutionné le monde. Absolument, absolument. Pour ne citer que Bill Je crois Gates, qu'il faut par travailler exemple, sur cet axe. Oui, voilà. Albert Einstein, ne serait-ce que pour citer des exemples aussi incroyables que ça, quoi. On peut aller, vraiment la liste est très longue de ces autistes qui ont révolutionné un domaine ou un autre. Donc ils sont très très nombreux, donc c'est dire un petit peu l'intelligence qu'ils ont des fois, surtout les cas d'autisme d'Asperger, c'est ça? Absolument, voilà. Absolument. Donc en tout cas, voilà pour ce qui relève un petit peu de l'accompagnement et de la prise en charge de ces enfants au niveau de l'école, mais aussi au niveau de la maison. Je pense qu'on pourra encore développer d'autres idées plus tard, Aïda, mais aujourd'hui on va laisser la parole à la présidente de la fondation Elias pour l'autisme chez nous, donc la fondation qui essaye justement de fédérer les efforts autour de la sensibilisation à l'autisme. Il s'agit de Madame Farah Hassid que nous allons recevoir dans un petit instant. Le temps de découvrir un reportage. Merci beaucoup Aïda. Merci à vous. Passez une excellente journée. Merci à vous. Et bon courage. Merci. Je vous envie, vous faites de belles choses. Vous faites de très belles choses. De Farah va apporter énormément. C'est une dame qui a beaucoup donné. Et puis, elle saura vraiment faire le relais pour mieux parler de ses mamans et de ses papas. Oui.